Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique On refait le film. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est un gros blockbuster réalisé par James Gunn. Je sens que vous voyez déjà venir la chose. On est sur le 15e film du MCU, c'est-à-dire le Marvel Cinematic Universe, le 3e de la 3e phase qui a commencé avec Civil War et Doctor Strange. Bien sûr, vous sentez vraiment arriver de quel film je parle. Un film qui est sorti ce 26 avril 2017. Je vous mets ici, ou là, ou ici, enfin je sais pas, je vais le mettre au montage, je verrai bien tout l'intro et tout le déroulement de l'émission, c'est-à-dire la conclusion, enfin, on va commencer par la conclusion, vous savez quoi, on va le faire dans l'autre sens. La conclusion, l'évaluation, la critique avec spoil, la critique sans spoil, et la présentation du lieu et des invités. Je vous mets le timer de tout ça dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Bien sûr, n'évitez pas surtout tout ce qui est la présentation du lieu, parce qu'on a un concours aujourd'hui qu'on va vous présenter avec Comic Spot. Et donc je crois qu'on peut dire qu'on est parti pour le film qui va sûrement faire parler de lui, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel endroit, c'est-à-dire Comic Spot. C'est une boutique spécialisée dans le comics, dans tout ce qui est l'univers geek, aux alentours du comics, aussi bien Marvel que DC. Vous pouvez voir, on est un peu entouré d'un peu tout ça. Ici, on a mis en présentoir... Ici, on a mis en présentoir différents volumes des Gardiens de la Galaxie. Je vous invite à y venir faire un tour. Vous allez être servi si vous êtes dans cette catégorie de personnes qui adorent le comics comme moi. Juste avant qu'on passe sur les invités, on a juste une petite promo grâce à Comic Spot qui s'annonce. Vous allez pouvoir venir le week-end du 6 et 7 mai en boutique avec deux codes. Un code pour le samedi et un code pour le dimanche, où je vous mets ici différentes images qui sont en train de passer sur la vidéo, où vous entendez ma très jolie voix. Vous allez pouvoir gagner différents posters avec ces images qui viennent d'un artiste qui s'appelle David Covey, un très chouette artiste dont j'apprécie les photos et dont j'apprécie le travail et dont je ne pourrais gagner rien du tout parce que je connais les codes et je sais où venir avant vous. Le code sera pour samedi 6 avril, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme code? On va mettre Infinity War. Vous vous présentez au magasin en disant Infinity War et vous pourrez, les 10 premiers qui viennent le samedi pourront repartir avec un des posters. Et pour le dimanche, je vais faire mon troll, hein. On va dire DC est meilleur que Marvel. Donc vous devrez dire en boutique DC est meilleur que Marvel et vous repartez les 10 premiers avec un de ces magnifiques posters. Quant à moi maintenant, je vais accueillir mes deux invités pour ce nouveau film. Vous pouvez accueillir ici, tout droit, venu de Bruxelles, Sam, qui détient la page BXL Geek. Salut tout le monde. Salut Sam. Ça va? Ça va, T'es tranquille. chaud? Ouais. Allez. Et maintenant, on va pouvoir accueillir Hiroki, qui est le rédacteur en chef de la page Comics Prime. Salut Flo. Salut Hiroki, ça va et toi? Ça va, ça va. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, donc on va la raccourcir au maximum. Allez, c'est parti. Juste avant d'attaquer la critique sans spoil, je vais juste rappeler pour tout le monde un peu le synopsis du film. Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est un peu la suite donc directe des Gardiens de la Galaxie 1. À mon avis, on se situe quelques années plus tard. On voit les gardiens continuer un peu leur épopée en étant à la fois bons et à la fois méchants. Ça se découvre assez vite sur les 5 premières minutes du film. Et le film va nous raconter un peu l'histoire de Peter Quill qui est Star-Lord. Et son passé va refaire un peu surface où on va comprendre d'où il vient dans le film, si je dis pas de bêtises. On va d'ailleurs découvrir ses origines et découvrir pourquoi. Dans le premier, il a pu tenir une des Infinity Stones sans devoir mourir parce que chaque être vivant dans l'espace, dans la galaxie, ne peut vivre en tenant une pierre d'infini en main. Donc voilà, je crois que ça résume un peu tout ce qui va se passer en tant que synopsis dans le film. Et je crois qu'on est bon pour critiquer.
expliquer ça en dévoilant le moins possible. C'est parti. Moi, alors, premièrement, dans les trucs que je voulais parler, c'est les blagues. Ça, c'est vraiment... on a été le voir à deux avec Sam. Hiroki n'est pas venu avec nous, il a été voir le lendemain parce que voilà, il n'a pas su venir sur Bruxelles ce jour-là. Et la chose qu'on s'est dit en premier avec Sam, c'est... Ah, les gags. Ouais, c'est que ça, tout le long, quoi. Pendant 2h20, plus ou moins, c'est blague sur blague, sur blague, sur blague, et ça n'arrête pas un seul moment. Ouais, un point où ça gâche l'immersion, en fait, parce qu'on a des scènes qui sont sérieuses, on a des personnages charismatiques, et puis ça retombe à cause des blagues, et ça c'est un peu dommage. Mais oui, enfin la première partie du film, qui se battent avec le gros monstre avec des tentacules, il y a des petites blagues qui viennent comme ça, enfin à un moment donné ils parlent d'autres choses pendant la bagarre. Je trouvais ça bien amené, mais après, il y a ce système d'humour, il est toujours là en fait. Ouais. Et on est toujours dans cette répétition de même gag en fait. Il y a plein de running gags comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Par contre, l'humour de Groot était beaucoup plus fin, je trouvais, que par exemple un humour de Drax. J'ai trouvé méga lourd du début à la fin. Du fond en comble, ouais, c'est ça. Mais c'est principalement le personnage qui est mis en avant en plus dans cet opus-là. C'est autant dans le premier, on pouvait trouver que Groot était fort en avant par rapport à tout le monde. Autant là, Drax est vraiment mis en avant, mais à un point où on n'entend que lui. Au final, c'est que lui quasiment qui fait toujours les mêmes blagues. Sans vous spoiler, il y a un personnage qui vient un moment dans la scène, qui devient un personnage secondaire vraiment. Ce personnage n'est pas considéré pour Drax comme quelqu'un de fort beau. Et tout le long, à partir du moment où le personnage est introduit, tout le long ça va être que ça au final. Ça va être que répéter la même blague comme quoi elle est moche. Et donc, c'est sympa, c'est drôle au début, une fois, deux fois, mais les gars, 15 fois quoi. Vraiment 15 fois d'affilée, c'est vraiment... Et c'est pesant. Et le problème c'est qu'ils font ça avec tout quoi. C'est ce que tu m'avais dit toi en sortant là-bas, c'est que toutes les blagues sont exactement les mêmes et en fait à chaque fois répétées. Ouais. Je sais plus c'était par rapport à quoi tu m'avais fait la remarque, la sœur de Gamora aussi qu'on revoit dans le film. Oui, alors que c'est un personnage qui a beaucoup de charisme et qui est un personnage très sérieux, quoi. On ne la voit pas faire des blagues. Et il y a une scène avec elle, je me souviens plus très bien de la scène, mais bref, cette scène-là est gâchée par une bête vanne qui arrive comme ça, alors que... Ouais, c'est comme si Thanos te sortait une blague. Ouais, c'est ça, tu gueules, Thanos. Ouais. C'est pas ça. Non, c'est clair. Surtout que ce personnage, il y a tout un truc assez fort dans son écriture. Et là, c'est vrai qu'ils l'ont un peu ridiculisé, quoi. Et comme beaucoup de personnages, je trouve, dans tout le film. Et ça c'est malheureux, quoi. Enfin, voilà, maintenant peut-être que c'est ça qui fonctionne. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Avengers 2, quand on voit avec les autres films où l'humour est un peu lourd, enfin ça c'est le gros reproche qu'on fait pour l'instant aux films Marvel, c'est l'humour omniprésent et quelquefois lourd de certains films, quoi. Donc voilà. Maintenant... Mais oui, mais après, je rejoins totalement ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est ce qui est en train de gâcher un peu le Marvel Cinematic Universe. C'est que il y a des réalisateurs qui ont vraiment un potentiel. James Gunn, pour moi, est un réalisateur qui a énormément de potentiel, vu ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie 1. Et quand je vois le résultat des Gardiens de la Galaxie 2, je me dis qu'ils ont pris que ce qui marchait. Vraiment, c'est logique de prendre que ce qui marche dans un film et de le remettre à outrance. Ouais. C'est vraiment dommage, quoi. Groot fonctionnait, on en a fait un Baby Groot, tout le monde s'est marré, tout le monde voulait acheter la figurine de Baby Groot dans le pot à la fin de Gardien de la Galaxie 2, et là on nous sert vraiment Baby Groot tout le long. On en finit presque à oublier la trame scénaristique de base, quoi. C'est ça qui est triste. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pas voulu prendre de risques, qu'ils se sont dit on va prendre des recettes qui ont marché pour le 1, la mettre dans le 2, en poussant à fond. Mais ce qui est triste, si on regarde un peu ce qui est écrit sur le net, James Gunn apparemment a eu une carte blanche pour ce film. Et donc, à la limite, c'est pas Disney qui lui a dit bah voilà, il faut que tu mettes de l'humour, il faut que tu mettes des blagues, etc. Non, c'est lui, c'est son film. Et ça, enfin bon voilà, maintenant est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas enjolivé par le réalisateur, je sais pas. Mais j'ai vu beaucoup de blogueurs qui disaient si on met pas des balises à un réalisateur, il fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il veut, il s'est fait plaisir. Enfin bon, maintenant, Gardien de Galaxie 2 n'est pas un mauvais film. Non, en effet. Mais non, c'est pas un mauvais film. Attention, c'est pas un mauvais film. C'est juste que voilà, il y a cet humour qui gâche peut-être un peu tout et voilà. Ouais, ça aussi, c'est clairement un truc que je pense. Faut pas confondre ce qu'on est en train de dire non plus. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le film.
ça en fait pas un mauvais film. James Gunn sait faire des bons films. Je veux dire, il suffit de reprendre Aurélice, il suffit de reprendre, et je vous conseille, je vous demande d'aller voir ce film, c'est super, il faut voir ce film. C'est des bons films, et on sent que le mec sait faire quelque chose, et a énormément de matériel derrière lui. Mais, voilà, il a voulu faire à outrance des choses qu'il n'aurait pas dû dans ce film, et il a un peu gâché cette sauce. C'est vraiment un truc qui est en train de monter, qui monte, et au final, ça s'est retombé parce qu'il l'a mal fait, quoi. Je vais répéter ce qu'un de mes rédacteurs m'a dit en off tout à l'heure. C'est Lone, bon, salut Lone. Il m'a dit ouais, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu un film de super-héros. J'ai vu une comédie. Ah ouais. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc oui, c'est une comédie. Une comédie avec un raton laveur et un radis. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est ça, mais le truc aussi c'est qu'on est au 15e du MCU, normalement dans 2 opus on arrive à l'Infinity War Part 1, on a des attentes quoi. On a des attentes, on veut qu'ils mettent le niveau et voilà, et le niveau n'est pas là. C'est un peu dommage. Est-ce que le problème aussi est qu'on n'arrive pas dans tout ce truc avec l'Infinity War, avec la Civil War, avec tous les autres personnages, et moi j'ai toujours un peu déclassé Gardiens de la Galaxie en cinéma par rapport à Avengers. C'est-à-dire que Avengers, je le mettais vraiment dans cette case de film de super-héros pour moi, qui est un peu... je trouve ce genre de film un peu fade. Je les apprécie, je vais les voir, je paye toujours ma place de ciné pour aller les voir et compagnie. Je suis le premier public à aller voir ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les Gardiens des Galaxies se rapprochent de tout ce qui est Avengers et compagnie pour devenir vraiment ce même genre de film qui est un truc à la sauce Disney et qui n'avance pas et qui nous resserre toujours la même chose. Et c'est dommage parce que quand tu lis les comics, je trouve personnellement que les deux univers sont bien distincts, le cosmique, le Marvel cosmique et le Marvel plus Avengers, etc. Et c'est dommage parce que quand on avait vu le premier opus, on s'était dit c'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être le nouveau Star Wars, c'est un truc complètement innovant. Et là non, c'est vrai, t'as raison, ça commence à se rapprocher d'Avengers et je pense qu'on va avoir toujours le même moule avec tous les films de Marvel, quoi. Et c'est clair que Gardien de la Galaxie perd son identité. Avec ce film-là, avec le 2, il perd son identité. C'est vrai que de la musique, etc. est là. L'ADN du Gardien de la Galaxie est là avec la musique que j'ai pas trouvé aussi sensationnelle que dans le 1. C'est des chansons qui ressortent un peu moins. Ça reste des chansons de la même époque, parce que voilà, le film est obligé de passer par là. Mais c'est pas du hockey down the feeling qu'on retient facilement, c'est pas de la musique de Footloose, c'est pas la musique des Jackson 5 à la fin, ça reste de la musique, on ressort de là, on la connaît, on l'a entendue, mais voilà, elle passe quoi. Et je pense que le film est très bien en reflet avec cette musique d'ailleurs. C'est un film qu'on a été voir, qu'on a entendu, qu'on a vu, qu'on a apprécié. Vraiment, mais on le retiendra pas quoi. C'est pas un film qui va marquer comme Les Gardiens des Galaxies 1 a marqué son époque quoi. Et je dis son époque, mais c'est un film qui est sorti en 2014, donc c'est vraiment qu'il y a 3 ans. On passe vraiment d'un truc à l'autre en 3 ans quoi. C'est ça, c'est qu'effectivement ce côté musique kitsch, on peut dire ça comme ça, du premier perd un peu de sa saveur quoi, alors que c'était un peu la signature du premier volume quoi, c'est ça. Au niveau des références pop, le kitsch y était quand même. Bon, il y a des références pop de la pop culture qui sont vraiment génialissimes, ça il n'y a pas à dire. Et je pense que voilà, là on retrouve l'ADN, comme je disais tout à l'heure, des Gardiens avec cette histoire de pop culture qui est très proche des choses un peu kitsch. Et mais quand même, on reste sur sa fin parce qu'on voulait un peu plus peut-être de kitsch, peut-être des références pop. Moi, j'en ai pas eu assez de références pop. Mais je pense, ça. Et est-ce qu'on reste pas aussi sur notre fin, aussi sur le fait que l'histoire n'est pas si développée que ça. Je crois que c'est l'histoire vraiment, si on résume, si on prend tous les bouts d'histoire sans qu'il y ait rien derrière, on résume ça à un film de facilement 1 heure de moins. Quoi. Un gros point positif, c'est l'intro.
J'ai trouvé que l'intro était hyper efficace pour redéfinir en quelques minutes tous les personnages. Ouais. Je trouve que ça faisait vraiment... on avait tous leurs gros traits, vite redéfinis comme ça, et c'est bon, quoi. En 10 minutes, tous les personnages étaient de nouveau là, belle scène d'action, et c'est bon quoi. Niveau immersion, ça c'était vraiment top. Encore un côté positif pour la partie sans spoil, c'est la direction artistique. C'est une pure tuerie. Ouais, ça vraiment, mais ça, James Gunn, j'ai pas vérifié, alors ça je le fais très rarement parce que je suis vraiment un grand fan des différents directeurs artistiques. Mais j'ai pas été vérifié c'était qui la direction artistique, mais je suis totalement d'accord, c'est vrai qu'il y a toujours des belles ambiances, on a des beaux cadres, des bonnes images. Et l'univers est super approfondi, on voit plein de planètes, plein de paysages, plein de races, ça se passe très vite. Enfin, je voulais spoiler, mais je peux pas. et c'est cool, ça, encore une fois, ça met dans l'immersion, quoi. On est dans un univers approfondi, solide, bien concret, et ça fait plaisir à voir. Oui, clairement. Et les personnages aussi, les personnages sont bien plus approfondis que ce que j'imaginais. Ça c'est cool. Bon, je pense qu'on est en train de se retenir à mort, donc on va y passer. Hein. Allez, c'est parti. Et donc, comme j'ai fait dans la première partie, donc sans spoil, avec spoil, on va reprendre un peu l'histoire, mais on va la développer un peu plus. Donc l'histoire se base exclusivement vraiment sur Peter Quill, donc Star-Lord, qui retrouve son père. Donc il y a un moment, il y a un personnage, ils sont en train de sauver une planète. Quand ils sauvent la planète, Rocket vole des piles énergétiques qui se trouvent sur cette planète. Ils doivent s'enfuir et au moment où ils s'enfuient, les habitants de la planète ont pris ça comme une agression et décident d'attaquer les Gardiens de la Galaxie. Parce que bien sûr, les Gardiens de la Galaxie sont à la fois gentils, à la fois mauvais. Et donc, ils se cassent et là, il y a une dispute qui se crée entre Star-Lord et Rocket. Et là, un personnage arrive de nulle part, détruit tous les vaisseaux qui étaient en train de s'attaquer à eux. Eux s'écrasent sur une planète. Je fais très vite le résumé. Le personnage se dépose, on découvre que c'est le père de Star-Lord qui l'emmène sur sa planète qui est en fait une planète vivante, parce que le père de Star-Lord est genre un cerveau qui a construit une planète autour de lui, qui a construit un être humain, et c'est la représentation que le cerveau se donne de l'être humain et de lui-même. Ce personnage a été sur différentes planètes, a mis au monde plein d'enfants, et le seul qui a les pouvoirs, les mêmes pouvoirs que lui, c'est-à-dire un pouvoir de Céleste, la race du père de Peter Quill, tous les autres enfants qu'il a créés ne l'ont pas, sauf Star-Lord. On apprend aussi que Yondu devait rapporter Peter Quill à son père, mais il ne l'a pas fait pour le sauver parce qu'il savait qu'il allait mourir. On en finit au postulat que toute l'équipe découvre qu'en fait le grand méchant c'est Ego, le père de Peter Quill. Il tue le père, tout est bien, qui finit bien, et entre-temps, on est gavé de blagues. Je pense que j'ai plus ou moins bien résumé le film. T'as bien résumé le film et je suis vraiment étonné de comment tu l'as résumé parce que c'était assez compliqué d'expliquer que... En effet. Comment une planète comme Ego est devenue méchante et ouais, t'as bien expliqué le truc. Hein. Ouais, voilà, et ça, ouais, c'est la seule partie que j'ai pas dit, c'est que le but de Ego, en fait, s'il trouvait un fils, il pouvait être à deux, et à deux prendre le contrôle de toutes les planètes, de tout l'univers. Et voilà le gros but du gros méchant. Bon, ça change un peu des trucs de base. Et bon, le truc avec Peter Quill aussi, c'est qu'il lui a quand même foutu un cancer. Oui, c'est ça. Un cancer à la mer. Et ça, c'est le gros spoil. C'est le gros spoil, c'est que c'est comme ça que Star-Lord se retourne contre son père, c'est que il découvre qu'en fait, celui qui a tué sa mère, c'est son père, en lui implantant un cancer dans le cerveau. Et donc voilà comment Peter bascule. Mais derrière tout ça, et ça c'est ce que j'apprécie fortement chez James Gunn, c'est qu'il a toujours le moyen de parler de sujets ultra sensibles. Le premier, un des sujets notoires, c'était la maltraitance animale. Et on le voit très clairement avec Rocket, quand Rocket, complètement bourré, dit oui mais moi j'ai pas demandé à être disséqué, recousu, redisséqué, qu'on m'implante des trucs bioniques dans le corps, qu'on me remette. Et là il y a vraiment ce truc de la maltraitance animale. Et je suis resté vraiment très con à ce passage-là parce que je me suis dit, merde, je suis en train de voir un film de super-héros, mais on arrive à me faire passer un message. Alors, je vous le dis vite fait, allez revoir une vidéo d'In the Panda qui explique que tous les films sont politisés. C'est véridique, si vous ne me croyez pas, allez voir cette vidéo, vous comprendrez que effectivement tout film est politisé parce que tout le monde a un avis sur tout.
Donc forcément, un réalisateur a un avis à faire passer à travers son film. Mais enfin, soit, James Gunn, là, dans le 2, pour moi, il traite à mort, c'est du sujet de la famille et des amis. Et que on ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et nos amis peuvent devenir notre seconde famille. Et c'est vraiment, pour moi, le message principal du film, quoi. Enfin, il le fait vraiment sur son... Voilà, on commence le film avec une dispute entre Rocket et Star-Lord. Et d'ailleurs, je trouve ça super bien amené parce que c'est une dispute d'ego. C'est vraiment ça. Hein. Ils ont tous les deux... Qui est la plus grosse. Tous les deux, c'est une dispute de qui est le meilleur entre les deux. Et juste après... Le père de Peter Quill arrive, et comment s'appelle le père de Peter Quill ? Ego. Et je trouve ça terriblement bien amené. Vraiment, il faut l'avoir cherché pour le comprendre, mais c'est super bien amené. Effectivement, le thème de la famille est très bien abordé, c'est bien fait, je trouve. Il y a les deux sœurs, Nebula et Gamora. Ouais. Et puis on a le père et le fils, forcément. Et on a aussi, je trouve, il y a un peu une série comme ça, bromance entre Yondu et Rocket. Ouais, entre Yondu et Rocket aussi, il y a un passage où ils se parlent à deux, justement, ils se rendent compte qu'ils ont eu la même histoire. Ouais. Et ça fait un peu les frères, comme ça, c'est super bien. Et puis à la fin, surtout quand tu as Peter qui comprend qu'en fait son père c'était Yondu. Il fait la différence entre père et papa et que ça c'est super beau, quoi. Ça, je me suis mis à ta place, toi, en tant que père. Oui. Je me suis dit, ça c'est super dingue parce que vraiment, on a aussi cette différence de génération entre toi et moi, où, il n'y a pas une génération. On a juste 10 ans de différence. Mais voilà, c'est ça. C'est juste que avec l'âge, hein. Mais non. Mais non, mais c'est dingue parce que moi, j'étais déjà très putain, c'est cool. Moi, je trouvais ça super beau. Et d'un autre côté, je me dis, mais toi aussi, tu dois avoir ce rapport de dire, t'as un enfant, ça doit faire bizarre d'entendre ce genre de message aussi. Tu dois pas le vivre de la même façon que moi je l'ai vécu. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une différence claire entre le mot père et le mot papa, et avoir joué dessus, c'est cool. C'est intelligent d'avoir fait, quoi. Il y a on parle énormément des ravageurs, donc c'est-à-dire toute la tribu du Yondu. Et donc il parle de cette famille de ravageurs, de la famille que Drax a eue auparavant, la famille qu'il y a entre tous les gardiens de la galaxie par rapport à Baby Groot aussi. C'est vraiment le thème pour moi principal du truc, quoi. Mais voilà, c'est très bien fait. James Gunn est capable vraiment très bien de faire ça. Mais je trouve que tout est, encore une fois, ce qu'on disait dans la première partie, dans le spoil, tout est noyé avec des gags, et ça va pas du tout. Un exemple de moment complètement gâché par un gag, et ça vire à la parodie, c'est quand le père de Peter lui apprend à former une boule d'énergie. Et il joue au ballon, et à ce moment père-fils où il joue au ballon à deux, et il s'envoie une balle, et c'est pitoyable. Cette scène, moi j'étais en train de me dire, est-ce qu'ils sont sérieux ? Est-ce qu'il y a un côté, est-ce que vraiment ils ont voulu faire la relation père-fils, ou c'était exprès est-ce que c'est fait kitsch exprès ? Et nous, il y a personne qui a rigolé à ce moment-là. Effectivement, il y a beaucoup de malaise, genre est-ce qu'on doit rigoler ? Moi c'est avec Star-Lord, je l'ai pas trouvé drôle. Bon, ils ont tous fait les clowns dans les gardiens, mais là, Star-Lord il m'a pas fait rire. Je l'ai pas trouvé aussi drôle et aussi intéressant que dans le premier opus. Je sais pas si vous avez eu cette impression, je l'ai trouvé effacé. Ouais, il est beaucoup plus mis en retrait. Même si l'histoire tourne autour de lui, il est mis plus en retrait par rapport aux autres personnages. Drax ou Baby Groot. Ouais, mais là ça fonctionne. Parce qu'il est mignon et parce qu'il a un capital sympathie. D'ailleurs, il y a à chaque fois, moi c'est le truc qui m'a choqué, c'est que dans la salle, à chaque fois qu'on voyait Baby Groot, c'était le moi il y a une scène qui m'a pincé le cœur. C'est quand le père prend totalement pouvoir et que tout commence à se resserrer. Et que la galerie dans laquelle il est, sa fesse, et il pleure et il y a des larmes sur son visage, et moi j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. Pour revenir sur les thèmes abordés, je trouvais aussi que, tu sais, quand il y a le Baby Groot qui est harcelé par tous ces gens, par tous ces ravageurs. Moi là j'étais triste. J'étais triste parce que voilà, il se faisait un peu malmener. Et c'est un peu le mal du moment, le harcèlement à l'école, le harcèlement par les grands. Et c'était encore un thème, comme tu l'avais dit, pour la famille. Il y a aussi ce rappel à l'origine des Gardiens de la Galaxie.
C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est très présent. Donc avec les Ravageurs, il y a Yondu qui est fort mis en avant. Et il y a plein de scènes comme ça qui sont très 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 intéressantes pour ceux qui ont connu le comics auparavant et ceux qui ne connaissent pas, qui donnent envie d'aller voir. Donc par exemple, moi je savais que par exemple Yondu à la base, son trait de caractère, c'est que c'est un orque bleu avec une énorme crête rouge. Et j'ai trouvé ça tellement génial que dans le film, il perd ce petit casque qu'il a qui contrôle sa flèche. Il le perd et on lui remet un nouveau. Et c'est une énorme crête qui rappelle clairement le personnage du tout début, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure avant le spoil, c'est que ils se sont vraiment cassé la tête à trouver des références au niveau du comics. Et par exemple, quand il y a Sylvester Stallone qui débarque, c'est clairement un des premiers gardiens de la galaxie qui est là. Et il y a vraiment ce passage entre, comme tu le disais tout à l'heure en off, Gardien de la Galaxie ancienne génération avec les nouveaux, quoi. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'ils ont vite brossé les caractéristiques de chaque personnage. Bon, je vais pas revenir sur les personnages le premier team des Gardiens de la Galaxie. Vous pouvez les trouver chez Panini Comics en intégrale, c'est l'intégrale de 1969, je pense. Et là, c'est vraiment la première équipe. Et on les voit, et je pense que ça a fait plaisir aux fans, je pense que ça a fait plaisir aux vieux de la vieille qui ont lu les Gardiens de la Galaxie, ça m'a fait plaisir aussi de les voir. Et voilà, et il y a ça, et je voulais aussi parler de la scène post-générique qui m'a mis sur le cul en voyant qu'il y a un gros personnage de l'univers cosmique qui va débarquer. Et je pense que si je le dis, tout le monde va dire bah ouais, c'est normal, il va débarquer parce qu'il y a Thanos qui arrive, c'est Adam Warlock. Voilà, il est là. Ouais. Et il va arriver et je pense qu'il va tout défoncer, tout simplement. Enfin voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va arriver dans Infinity War? Je sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il va arriver plutôt dans la deuxième partie d'Infinity War. Je pense qu'il va arriver plutôt. Là, apparemment, ça sera le Grand de l'Infini qui sera le prochain. Enfin, le film qui sera après Infinity War. Donc, est-ce qu'il va arriver là? Je pense que ça sera plutôt sa place là. C'est le seul et unique moment, je pourrais même pas dire du film parce que ça se passe après le film, où on a un élément de l'Infinity War. Oui, clairement. C'est le seul truc qu'on a. Mais c'est clairement, c'est clairement ce que je me suis dit aussi quand j'ai vu le film. Je me suis dit, mais en fait, James Gunn, il s'en fout. Il s'en fout de tout ce qui se passe à côté du MCU. Il s'en fout de ce qui s'est passé avec Avengers. Il s'en fiche. Oui, clairement, mais ça, c'est le gros problème. Et c'est vraiment ce que je voulais dire tout à l'heure dans la première partie. Moi, c'est le truc que j'attendais, quoi. Et je suis sûr que 80% des gens qui vont voir les Gardiens de la Galaxie sont dans cette optique-là de se dire ok, l'année prochaine, il y a Infinity War, moi je veux avoir du nouvel élément, je veux voir Thanos, je veux voir le grand d'Infinity War, je veux en apprendre, est-ce que Thanos va récupérer une des pierres d'Infinity War dans cet épisode, même en post-générique, quoi. Et on n'a rien, quoi. À propos de la ruche, il y avait un truc absolument génial, c'est ce côté arcade. Ah ouais, ça c'est le truc qu'on s'est dit tous les deux. Alors ça, c'est ce on entend des bruits d'arcade à mort. Et à chaque fois qu'un vaisseau, donc il faut savoir que les vaisseaux de la ruche, c'est des vaisseaux qui sont pilotés à distance, donc on les voit, voilà. Et à chaque fois qu'un vaisseau est détruit, on entendait ce bruit typique et vous le reconnaîtrez tous, c'est le genre, remettez une pièce, il y a un nouveau vaisseau qui va décoller, quoi. Et ce qui était génial, c'est quand il arrivait à la fin du stage, ils étaient tous là à côté, derrière. Exactement. Comme dans une salle d'arcade, les joueurs qui sont là, ils voient que le boss vient de voir. En rapport avec les caméos et des trucs comme ça, on en est de la pop culture, on en est servi à outrance. Déjà, on va partir du simple fait, ce qu'il y a dans tous les Marvel. Stan Lee a un caméo, alors pour moi un des plus mauvais caméos parce que il est d'une simplicité extrême, c'est-à-dire que d'habitude Stan Lee n'est pas forcément en premier plan, il est peut-être un peu en retrait machin, et enfin s'il est en premier plan, mais il n'est pas directement en centre caméra avec, enfin là tous les personnages sont réunis autour de lui. D'ailleurs c'est quand The Watcher. Oui, voilà, c'est les gens qui voient toute l'histoire mais qui n'interviennent pas dedans. On en parlait après, putain, c'est qui le gars à la grosse tête, c'est The Watcher. Voilà. On a Sylvester Stallone, on a Ving Rhames et un autre personnage du clan important des clans des Ravageurs, c'est Michel Yeo,
qui est aussi une autre grande actrice qui vient faire un caméo. Et alors le caméo le plus subtil, et ça il faut l'avoir vu en anglais pour le comprendre, et donc je suis désolé pour vous si vous l'avez vu en français, c'est Miley Cyrus. Mais c'est plein de bourrés de petits caméos et de références à la pop culture, notamment le combat aussi entre le père de Star-Lord et Star-Lord, où à un moment il se transforme en un gigant, bien sûr. Gigant. Un giga Pac-Man qui vient attaquer. C'est bourré de références à la pop culture et de caméos comme ça, qui sont bien foutus, peut-être un petit peu trop redondants. Je les ai pas tous appréciés à 100%, je vais dire. Notamment, celui qui m'a fait le plus emmerder, on va dire, c'est celui de Pac-Man, notamment. Ouais. Mais, et ça, tu voulais en parler tout à l'heure, le plus gros caméo, David Hasselhoff. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Le caméo de David Hasselhoff, moi, m'a permis de remarquer un truc, et on était tous les deux d'accord avec Sam, c'est que le film est bourré de ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. Si vous ne savez pas ce qu'est le fusil de Tchekhov, c'est un principe en cinéma qui nous explique vite fait que si on voit quelque chose dans un film, il va être important plus tard. Je vous mets un lien juste ici pour la vidéo. C'est une vidéo de l'atelier QRB, c'est des potes qui l'ont faite, où ils expliquent de long en large qu'est-ce que le principe du fusil de Tchekhov. Comme ça, je ne perds pas 5 minutes à vous expliquer ça. Et après, revenez directement sur la vidéo. Et donc, le caméo de David Hasselhoff, en fait, on le voit au début sur une photo qui est dans la poche, si je dis pas de conneries, Oui. dans la poche de Peter Quill. Qui garde parce qu'il pensait que c'était son père. Il compare son père à David Il Hasselhoff. voulait faire croire à ses copains que c'était son père. Et après, un moment, on voit le père de Peter Quill, donc Ego, se transformer en David Hasselhoff. Et donc, on a vraiment David Hasselhoff à l'écran. Grand moment. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'on est resté con pendant 5 minutes. J'ai cru qu'il allait se transformer en toutes les stars de cinéma des années 80 pendant un moment. Hein, mais non, on a eu que David Hasselhoff. Quoi. Et ça, c'était vraiment une jouissance incroyable. Mais David Hasselhoff en mode Knight Rider, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais il en parle à Gamora, il était fan de K2000. Oui, ouais. tout ça. Donc voilà, on en revient à ce fameux fusil. Et ça arrive gros comme une maison. Hein. Ouais. Enfin, on savait qu'on allait voir David finalement. Oui, c'est ça. On l'attendait, quoi. Ouais. Et tout est bourré donc comme je disais, de fusils de Tchekhov, notamment au niveau des caméos, notamment au niveau de l'histoire, notamment au niveau des personnages, mais tout est amené à une vitesse inconcevable et d'une évidence claire et nette, quoi. Mantis, donc on en parlait en off tout à l'heure, elle nous parle de son pouvoir, qui est un pouvoir d'empathie en fait. Elle a aussi le pouvoir de transformer les émotions et d'endormir les gens. Alors ça par contre j'ai pas très bien compris ce que ça venait faire dans ses pouvoirs. Elle nous parle du pouvoir d'empathie, de transformer les émotions, mais elle peut aussi endormir les gens. Et à la fin, Ego pète un câble, elle touche un truc à lui et il s'apaise. Voilà. C'est comme les caméos, on les voit venir aussi. Je parlais tout à l'heure de Howard the Duck. Je savais qu'on allait le voir là, dans cette scène-là, avec les prostituées sur le côté, etc. C'était clair et net qu'il serait là. On le voit, il parle 5 secondes. Les fans de Howard the Duck sont contents. C'est clair. Mais il n'a rien apporté, quoi. Il n'a rien apporté. Et c'est dommage. Encore, cette histoire de fusil de Tchekhov, cette rencontre, la première rencontre entre Yondu et Stallone. Stallone lui dit, essaye de se barrer sans lui parler. Yondu le rattrape et Stallone se retourne en disant non, t'es plus un ravageur parce que t'as accepté de prendre des gamins dans ton vaisseau, machin. On sait que ça va être important pour l'histoire plus tard. Et lui dit jamais tu ne mourras en tant que ravageur et jamais on te fera la célébration des ravageurs. Ouais. Mais encore une fois, et sur 2 phrases, il nous fait un fusil de Tchekhov sur 2 phrases. Sur la première, on t'a exclu des ravageurs parce que t'as accepté de transporter des enfants. Ah tiens, c'est bizarre. Ah tiens, on en revient à l'histoire de Ego qui avait besoin d'un enfant. Peter Quill, machin, ok, il a été exclu à cause de ça. Ça va être important pour plus tard. Et ensuite, tu vas être exclu des ravageurs. T'as été exclu des ravageurs à cause de ça. Et tu mourras jamais en tant que... Enfin, sur la cérémonie des ravageurs. Ok, vous venez de nous dire clairement que Yondu va mourir à la fin de l'épisode.
et qui va avoir droit à cette cérémonie. Ouais. Mais c'est dingue, c'est 2 phrases qui nous révèlent la fin de l'intrigue à une vitesse folle, quoi. Et c'est ce genre de détail qui, moi, m'a un peu déçu, quoi. Le dernier point, c'est sur le jeu de caméra. C'est-à-dire que James Gunn, comme tu l'as dit tout à l'heure, a eu carte blanche, donc il s'est fait plaisir. Et il s'est dit, ok, je suis réalisateur, je suis scénariste. Ton côté scénariste, je le mets un peu de côté James Gunn, parce que ça m'a pas trop plu. Mais au niveau réalisation, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du test, et il y a des choses qui se font et qui sont pas communes. Je vais prendre par exemple la scène où Gamora et Nebula sont en train de se battre, quand elles sont dans la caverne juste avant de découvrir le cerveau d'Ego avec tous les cadavres par terre. Elles sont en train de se battre et d'un coup elles s'arrêtent toutes les deux. Elles se rendent compte qu'elles se battent pour rien. Et donc du coup il y a cette caméra plan plus ou moins buste sur Gamora. On a un zoom sur un gros plan sur la tête de Gamora, directement contre-champ, où on a le même plan buste de Nebula, et on vient sur un gros plan de la tête de Nebula. Et enfin, je sais pas pour vous si ça vous a choqué, mais moi j'étais vraiment là en mode putain, c'est vraiment sympa, c'est vraiment pas le genre de truc qu'on voit au cinéma Non, habituellement. mais tu le vois dans les comics. C'est Mais oui. un découpage vraiment à la comics, enfin dans les BD américaines, c'est vraiment un découpage assez classique de jouer comme ça avec les différents champs de caméra. Et je pense que c'est un hommage par rapport au comics. Ah ben, Moi, visuellement, il y a une scène qui m'a vraiment mis sur le cul. C'est la scène où Gamora est sur la planète Ego. Elle est dans un champ où elle prend son sabre, elle coupe un brin d'herbe là, juste avant que sa sœur vienne tout dégommer. ouais. Et cette scène, elle dure quoi, quelques secondes, avec un énorme plan comme ça où elle est assise dans le champ. Ouais, toute seule, ouais, avec et on a c'est vraiment magique, l'horizon. magique, ouais. Mais là encore, c'est super beau et je trouve que c'est un peu gâché par une Ouais. petite blague à la con. Ouais, voilà. Genre, c'est les 2 trucs qui se frottent. Qui se frotte, oui. Et elle est là, et elle en a marre, et au bout d'un moment, elle le Ouais, coupe. le coupe, ouais. Et t'es là en mode, mais putain, mais les gars, vous auriez juste posé la Ouais, scène. c'est- Il n'y avait pas besoin de très ça, bien. elle était comme ça posée, on Ouais. avait tout compris. Ouais. Donc voilà, bah, on est dans l'évaluation, les gars. Qui veut se lancer à l'eau? Allez, je me lance. Ok, donc vas-y, dis-nous alors ta moi, cote sur 10. Alors la cote, je vais lui mettre 6 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10. Pour la bonne et simple raison qu'il était vraiment en dessous du premier opus. En dessous du premier opus. Et pour toutes les raisons qu'on a évoquées pendant l'émission, j'ai trouvé que... Voilà, enfin, j'ai été déçu parce que j'attendais beaucoup de ce film. Et parce que c'est aussi une des équipes que je suis comme un dingue en comics. Donc voilà, donc j'ai été vraiment déçu et surtout pour l'humour qui est toujours redondant, pour les blagues lourdes de Drax, et pour ce manque d'épique aussi que j'attends toujours. Sam? Alors, moi j'ai longtemps hésité entre 5 et 6 sur 10, mais je lui mets 5. Alors, je lui mets 5 parce que c'est un peu comme je disais tout à l'heure, on a du très bon et du très mauvais. Donc, le très mauvais, c'est les feintes. Voilà. Et Ouais. le très bon, c'est tout le côté visuel qui est super bien. Et surtout, moi, toute grosse déception, c'est qu'on est au 15e épisode dans le MCU hors des séries. Et moi je veux du matos, je veux vraiment que maintenant dans ce qui sort dans le MCU, je veux du matos, je veux du concret quoi. Je veux qu'on parle des Infinity Stones, je veux qu'on me parle de Thanos, voilà, je veux qu'on me parle des gemmes, je veux qu'on me parle de tout ça absolument. Et ça j'ai pas eu. Pas au post-crédit, mais c'est trop tard. Et ça va pas. Et puis voilà, le MCU un peu trop timide sur ce qui met en jeu et ça, voilà. 5 sur 10 à cause de ça. Moi, pour être honnête, j'ai aussi comme ça, mais hésité entre le 5 et le 6 sur 10. J'en ai parlé avec un pote tout à l'heure où je lui ai dit si j'avais mis 10 au premier, j'aurais dû mettre 5 à celui-là. Le truc, c'est que c'est pas jouable parce que j'aurais mis 8 au premier et donc je peux pas mettre 4 à celui-là parce que 4 c'est vraiment mauvais, on passe en dessous de la moyenne. Donc je vais trancher la poire en deux, je suis entre vous deux et je vais mettre 5,5. Je vais jouer la carte de la sécurité. Oui, enfin comme tu dis Sam en fait, il y a vraiment trop de côtés vraiment hyper bien, qui sont hyper attachants, notamment comme j'avais dit par rapport aux thèmes qui sont abordés, qui sont vraiment cool et on sent que James Gunn a envie de se donner là-dedans. Et d'un autre côté, il y a ce truc on prend que ce qui marche dans le 1
on le met à outrance dans le 2 et on se dit bah ça va sûrement faire un bon film. Bah non les gars. Je suis désolé Marvel, je suis désolé les studios Disney, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne le cinéma. Ça a jamais été comme ça le cinéma. Et il faut se rendre compte que les films qui marchent et qui sont bons aujourd'hui, c'est des films qui osent. Et là, les Gardiens de la Galaxie n'ont rien osé du tout. Ils ont voulu jouer que sur de la recette qui marche. Ouais. Et ça m'attriste super fort. Et le 5,5 est quand même là parce que il y a certains moments où on sent que James Gunn essaye de faire des trucs, essaye de sortir un peu de ce canevas, mais il est trop enfermé là-dedans. Donc j'ai hâte que James Gunn fasse un autre film en dehors de tout ce qui est super-héros, en dehors de Disney, en dehors de Marvel, qui nous repropose des films comme Super, qui sont des films... je ne ferai pas cette blague. J'ai envie de dire de toute façon qu'il ait un 5,5 chez nous, qu'il ait un 6 sur Allociné, bonjour Allociné. Je pense que de toute façon tout le monde va aller voir ce film. C'est pas parce qu'on met ces cotes-là que le film est mauvais en soi. J'ai passé un très bon moment de cinéma. Oui, c'est juste que mes attentes étaient hautes, trop hautes. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et donc voilà, on termine comme on a commencé. Donc on va commencer par Hiroki, qui va nous dire, tu vas un peu nous dire où on peut te retrouver, ou qu'est-ce que tu as prévu, est-ce qu'on peut te retrouver à certains endroits ou Alors, vous pouvez me retrouver surtout sur comicsprime.be, puisque je suis le rédacteur en chef de comicsprime.be et je suis bien entouré par 4 et 5 chroniqueurs. On chronique surtout du comics, du domaine Comics Prime. On fait aussi un peu de BD franco-belge, on fait aussi un peu de manga, mais c'est surtout les choses qui touchent le fantastique et l'univers qu'on affectionne sur Comics Prime, c'est-à-dire tout ce qui est geek, tout ce qui est super-héros, etc. Donc je vous note ici www.comicsprime.be. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Twitter et j'ai un compte aussi Instagram que vous pouvez suivre où vous pouvez voir un peu l'envers du décor. Vous pouvez voir l'envers du décor de Comics Prime. Donc tout ça sera dans les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Et je me tourne vers notre cher Sam. Où peut-on te retrouver? Est-ce que tu as des événements prévus? Alors, j'ai pas d'event de prévu dans l'immédiat. Parce que tu sors pour ceux qui sont pas belges, on a ce qu'on appelle en Belgique le BIF, qui est un énorme festival de films fantastiques. Voilà. Et je sais que tu sors de cette semaine très longue. Oui, 2 semaines assez longues de festival. Donc BXL Geek, c'est en fait une plateforme dont le but est de promouvoir la culture geek bruxelloise et belge dans son ensemble. Donc je parle typiquement de projets comme le tien et le tien, José. Et voilà, donc je partage des projets, des événements, je mets des gens en relation aussi. Ça se passe essentiellement sur Facebook pour l'instant, la page Facebook BXL Geek. On a un blog en développement, on a un compte Twitter aussi et un blog Tumblr également. Ok. Donc on peut te retrouver, je mettrai tous les liens dans la description, tu me passeras Facebook tout ça. En tout cas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker leur page Facebook, leur site web et compagnie à fond. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi je suis en tout cas abonné aux 2 chaînes et j'ai mon contenu hebdomadaire. Et on se retrouvera sûrement bientôt sur d'autres trucs, il n'y a aucun souci avec ça. Avec plaisir. Wonder Woman par exemple. Ouais. Ou même la Justice League. Hein. On s'en a encore un peu de temps. Je vais aller vomir. Bon allez les gars, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette chronique On refait le film. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ou envie de forger votre propre critique sur Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Bien sûr, tout ce qu'on dit, c'est notre avis. L'émission est entièrement subjective, principalement. Donc voilà, on peut avoir raté des choses, on peut ne pas avoir mis en avant, en exergue certains points. Donc ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à liker la page, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne, partager, mettez ça en
en avant, comme vous le voulez, amusez-vous, enfin soit, vous savez tous les codes de l'internet, je ne vais pas les répéter encore une fois. Moi je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, et je pense que le mot de la fin pour cette émission sera, n'oubliez pas que même si on ne choisit pas sa famille, on a toujours des amis autour de nous qui nous aiment. Allez, ciao, à la prochaine.